Prologue. Après avoir renversé la dynastie précédente, l'ère de la vertu martiale débuta. Le nouvel empereur, soucieux de remettre de l'ordre dans l'Empire, chercha par voie diplomatique et de guerre à stabiliser son règne encore récent. Ayant à lutter contre les royaumes rebelles de Shu et de Wu, le Fils du Ciel manquait de moyens pour protéger ses frontières des tribus du Nord. Celles-ci se mirent à piller régulièrement les villes frontalières, tout en ciblant les comtés de Shangli et Xincheng, ainsi que la vallée du fleuve Luan. Si bien qu'à la fin de la première année de l'ère de la vertu martiale, incapable de mobiliser des troupes suffisantes dans le nord, l'empereur fut forcé de négocier une trêve. En échange d'un pacte de paix et de l'établissement d'un accord commercial avantageux, l'Empire et les tribus khitanes enverraient chacun des jeunes femmes issues de leur aristocratie afin de les marier dans le pays voisin. Cet arrangement permit d'apporter un répit à l'Empire naissant. Et celui-ci perdura jusqu'à ce que, quelques années plus tard, Yelu Qingshuang, une des beautés khitanes qui avait été offerte en échange de services rendus à Yang Jinan, le dernier survivant d'une des branches de la famille impériale de la dynastie précédente, fut sordidement assassinée dans le comté de Liucheng. La jeune femme se révéla être la fille d'un important chef de tribu khitane, et sa mort devint un incident diplomatique dont l'ampleur raviva en quelques jours seulement l'hostilité qui avait été contenue entre les deux nations. Presque au même moment, le général Lin Zhenhao, dont on avait perdu la trace depuis près d'une décennie, réapparut subitement pour s'agenouiller devant le Fils du Ciel et lui demander le droit de monter une armée au nord qui restaurerait la gloire de l'Empire et écraserait ces barbares venus des steppes. L'empereur, impressionné par ses faits d'armes et sa détermination, s'empressa de le nommer Jiedushi de Yuzhou. En quelques mois à peine, Lin Zhenhao fonda ce qui allait devenir la célèbre garde du Nord, et les longues années de guerre opposant l'Empire aux Khitanes commencèrent. À la mort du général Lin sur le champ de bataille, son fils, Lin Yifeng, qui venait de se distinguer au cours de la campagne victorieuse menée contre les Tuyun, se vit confier l'héritage de son père. Le nouvel empereur le mit à la tête de la garde du Nord, avec pour ordre de mettre un point final au conflit qui déchirait depuis bien trop longtemps le nord-est de l'Empire. Chapitre 1. Poste militaire de Lulong, préfecture de Yuzhou, 12e année de la gouvernance exemplaire. Le ciel qui couvrait la frontière nord était chargé de nuages sombres. Cette couleur maussade et ombreuse était le seul détail permettant de distinguer le ciel de la terre, tant les étendues enneigées se fondaient dans la brume. Le dos droit dans son uniforme, posté juste sous la limite de l'avant-toit du pavillon de garde qui surplombait la porte nord du poste avancé de Lulong, le jeune général Lin Yifeng observait d'un œil distrait les civils en dessous de lui qui se hâtaient de regagner la protection des murs du poste avancé. « Il neigera bien avant la nuit », commenta en se tournant vers lui Lu Jiqi, le stratège de la garde du Nord. À sa remarque, Yifeng détacha son regard d'une charrette que tirait un cheval maigre et reporta son attention sur l'horizon. Il arborait cet air impénétrable dont il ne se départait jamais, et Jiqi ne put s'empêcher de contempler la manière dont l'éclat blafard du jour rehaussait la beauté charismatique de son visage, illuminant d'une touche de lumière ses pommettes saillantes, tout en adoucissant la noirceur généralement trop intense de son regard. Ils avaient le même âge et se connaissaient depuis la campagne qu'ils avaient menée contre les Tuyuns quelques années plus tôt. Et, quand celle-ci s'était achevée, et que l'empereur avait chargé Yifeng de succéder à son père à la tête de la garde du Nord, Jiqi avait recouru à toutes les ruses qu'il connaissait afin d'être, lui aussi, envoyé à la frontière nord, au grand dam de son père. Son désir de suivre Yifeng ne relevait pas d'un choix de carrière, sa famille étant suffisamment prestigieuse pour qu'il prétende à un poste de second rang au sein de la cour, ni d'un souhait idéaliste tel que celui de participer à la grandeur de l'Empire. Il n'était pas non plus habité par une quelconque soif de sang que seuls les champs de bataille auraient été à même d'étancher. Non, la seule et unique raison de sa présence dans le Nord, c'était Lin Yifeng lui-même. Si Jiqi se trouvait aujourd'hui dans le Nord, à endurer la boue et le froid, les insectes et les vents de sable,
c'était uniquement parce que Yifeng s'y trouvait. Il était prêt à sacrifier toutes les promesses de grandeur, de prestige et de richesse auxquelles il pouvait prétendre, rien que pour pouvoir vivre un moment comme celui-ci, où ils se trouvaient à discuter ensemble sur les remparts d'un poste militaire. Les raids ont cessé depuis que le sol gelé est devenu trop dangereux pour les articulations de leurs chevaux, commenta Yifeng. Dès qu'il neigera, ils prendront d'assaut les villages frontaliers pour piller les réserves de grains. Sentant inconsciemment le regard de Jichi peser sur lui, Yifeng tourna la tête dans sa direction et le jeune stratège s'empressa de baisser les paupières avant d'être surpris, son attention tombant sur le pendentif en jade que Yifeng arborait à la ceinture. Enfin, prétendre que l'objet puisse être en jade était exagéré au regard de la roche grise traversée de veines d'un jade rempli d'impuretés et moucheté de noir. Il avait été taillé en une aile de papillon. Le travail, bien que soigné, était grossier, comme s'il avait été sculpté par un apprenti consciencieux mais sans talent. C'était typiquement un de ces objets jumeaux que l'on s'échangeait en gage d'amour. Une fois de plus, Jichi songea que quelque part dans ce vaste monde, quelqu'un devait en posséder l'autre moitié. Un jour, après une victoire difficile qu'ils avaient arrachée des années auparavant dans une des passes montagneuses du corridor du Hexi, alors qu'ils s'étaient éloignés du campement militaire pour boire du vin de riz en contemplant les monts Chilian sous le soleil couchant, Jichi s'était senti suffisamment téméraire pour oser questionner Yifeng au sujet de ce pendentif. Une ombre était alors passée sur le visage du général et il avait considéré longuement l'objet avant de répondre en le serrant dans la paume de sa main. Probablement plus personne. Jichi avait aussitôt regretté sa question, car l'humeur joyeuse qui avait animé jusque-là leur discussion s'était évaporée subitement pour laisser place à une atmosphère bien plus froide et sinistre, au point que Jichi en avait frissonné, persuadé que des fantômes venus du passé mystérieux de Yifeng s'étaient mis à rôder parmi les ombres qui s'étiraient lentement sur le paysage. Ils avaient continué à admirer dans un silence embarrassant le lent déclin du soleil sur les monts Chilian. Le spectacle était toujours aussi magnifique, mais le moment, lui, avait été gâché. Depuis, Jichi n'avait plus jamais osé aborder le sujet, même si l'envie de savoir le consumait intérieurement. Il restait suffisamment lucide que pour avoir conscience que ce n'était pas tant l'humeur maussade de Yifeng qu'il craignait, mais les réponses qu'il risquait d'obtenir s'il insistait et qu'il n'avait aucune envie d'entendre. « J'ai reçu une lettre de ton père », l'informa Yifeng. Sa voix ramena Jichi à l'instant présent, et il détacha son regard du pendentif. « Il me supplie de te renvoyer à la capitale au printemps. D'après ses dires, il veut préparer tes fiançailles. » Jichi sentit aussitôt une boule se former dans sa gorge. « Je ne partirai pas tant que le conflit contre les Khitan ne sera pas terminé, » répondit-il. « Tu devrais y songer, contra Yifeng. Au vu de ton statut, tu seras bientôt trop vieux pour te marier. Sans compter qu'une belle carrière t'attend à Shangan. Ici, tes talents sont quelque peu gâchés. Les Khitan sont seulement endurants. C'est par l'usure que nous remporterons ce conflit, pas en recourant à des stratégies compliquées. » Le ton indifférent que Yifeng venait d'employer le blessa. Que ce dernier puisse envisager son départ avec un tel détachement ne faisait que lui rappeler la dure réalité de leur relation. « Toi aussi, tu seras bientôt trop vieux pour te marier. » Un sourire qui n'en était pas un étira imperceptiblement les lèvres de Yifeng, et Jichi vit ses doigts effleurer inconsciemment le pendentif qui ornait sa ceinture. « Je n'ai pas le luxe de songer à ce genre de choses, botta-t-il en touche. Jichi ne releva pas, pressentant encore une fois qu'il effleurait là un de ces secrets que Yifeng refusait de partager. L'autre se méprit sur son silence, car il insista. « Quand tu souhaiteras retourner à la capitale, dis-le-moi. J'écrirai une recommandation pour toi. Que ce soit ici ou lors de la campagne contre les Tuyuns, tu as fait du bon travail. » Jichi déglutit, tentant de chasser la boule qui lui obstruait maintenant la gorge. « Je n'ai jamais dit que je comptais retourner à Shangan, » finit-il par répondre. Yifeng le dévisagea, un sourcil levé. « Quoi ?» s'esclaffa-t-il. « Tu préfères finir enterré sous ce sable qui s'incruste partout plutôt que d'avoir une fiancée ? » « Je préfère rester à tes côtés, » se surprit à répondre Jichi.
Il avait dit cela sans oser le regarder. Aussi, quand il risqua un coup d'œil dans sa direction pour mesurer l'effet que son audace avait pu avoir sur lui, il fut déçu de constater que Yi Feng, le visage tourné vers le ciel, ne semblait même pas avoir saisi le sens de ses propos. De fait, Yi Feng étendit son bras pour recueillir dans sa paume un flocon, ce simple mouvement faisant onduler dans son dos les plis de sa cape. « La neige est là, dit-il. Je vais ordonner à Wei Jun de préparer les chevaux. Essaye de déterminer quels pourraient être les villages susceptibles d'être attaqués. Je te rejoindrai d'ici un temps dansant au poste de commandement. » Jichi se contenta de hocher la tête, incapable de déterminer s'il était soulagé ou déçu de l'issue de leur conversation.